qui je vais demander de nous rejoindre, qui va venir avec ses accompagnants. Alors vous connaissez Philippe Aubert, puisque, et je ne saurais que je vous en reparlerai, Philippe Aubert a écrit ce livre qui s'appelle « Rage d'exister ». Dans le titre, il y a tout. Et il se trouve que Charles Gardou a postfacé le livre de Philippe. Merci de l'avoir fait. Je l'ai lu, bien entendu. Vous l'avez fait sous la forme d'un dialogue. C'est tout à fait passionnant. Je vais en profiter, moi, le temps que Philippe s'installe, pour vous présenter Philippe. En 2014, Philippe Aubert a obtenu un Master 2 en sociologie politique et historique. Accrochez-vous parce que le garçon est brillant. Hein. Alors je vais faire court, Philippe, promis. Je fais court. L'année suivante, il a un master spécialisé dans les pratiques inclusives, justement. Et il est aujourd'hui consultant, formateur dans le domaine de l'inclusion sociale, de l'accueil et du management des personnes en situation de handicap. Philippe sait de quoi il parle et propose. Il est invalide moteur, cérébral, athétosique, et pourtant, Philippe a beaucoup voyagé, il a vu énormément de gens, il a partagé énormément de choses, et il a écrit ce livre, Rage d'exister, dans lequel il décrit son parcours, de la naissance à son bac, de son bac à ses études supérieures, des galères, des difficultés que vous imaginez il a pu endurer, mais auxquelles il a surmonté d'une façon absolument incroyable. J'ai repéré Philippe dans ce livre magnifique, 3 petites exergues que je vous livre avant de lui laisser la possibilité de vous transmettre le texte qu'il a préparé pour vous aujourd'hui. Il dit dans son livre « Je ne nie pas mon handicap, il se rappelle à moi chaque seconde, mais je refuse qu'il soit un prétexte pour me priver de libre arbitre. » Je laisse ça à votre réflexion. Je vous en livre une deuxième. « Mon éternel souci, dit Philippe, maîtriser le présent et penser l'avenir. » Et enfin, à propos des personnes qui l'accompagnent, et je salue son papa qui est ici, Christophe qui n'est pas très loin, qui est en régie maintenant, il faut se fixer des limites. À trop intervenir auprès de la personne handicapée, on entretient la dépendance. C'est en fin de compte une question de négociation permanente. Je vous laisse ça à votre réflexion. C'est signé Philippe Aubert. Christophe, est-ce qu'on est prêt en régie pour le défilement du texte? Je pense que oui. Philippe, c'est à toi. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Delage, pour l'animation de ce colloque et pour nos échanges au préalable. Je suis très touché par votre présentation chaleureuse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs de ce colloque pour leur invitation à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Merci d'avoir maintenu l'événement en présentiel dans un contexte si difficile cette année. Je tiens également à exprimer ma gratitude au professeur Charles Gardou, qui s'est exprimé avant moi, pour ses propos toujours inspirants, pour moi et pour l'équipe de l'association Rage d'exister qui m'entoure. Je n'oublie pas qu'il m'a fait l'honneur d'écrire la postface de mon livre Rage d'exister, paru en 2018. Merci enfin à chacune et chacun d'entre vous d'être venu assister à ce congrès et ainsi vous rassembler en respect des gestes barrières. J'ai 41 ans depuis quelques jours, et comme vous pouvez le constater, je vis avec une paralysie cérébrale depuis ma naissance. Je suis athétosique de surcroît, ce qui fait que je n'ai pas le contrôle de mes mouvements, ni la fonction de la parole, ce qui m'oblige à vous parler via une synthèse vocale que je commande par voie oculaire.
j'ai toujours beaucoup utilisé mon visage et ses expressions pour m'exprimer. Dès mon enfance, avant la maîtrise de l'alphabet et du français, j'ai communiqué grâce à ce moyen. Encore maintenant, cela reste un moyen capital pour exprimer mes émotions, qui ne peuvent pas toujours transparaître à travers ma voix numérique. J'ai pris notamment très tôt conscience du rôle des yeux et du regard. C'est grâce à mes yeux que mes proches ont très tôt saisi ma soif de communiquer et de me faire entendre. Mais je n'avais pas saisi l'importance de ma bouche, puisque je n'ai jamais pu prononcer un mot, ni même émettre des sons compréhensibles. Donc ma bouche et mes dents m'étaient nécessaires pour manger, mais pas pour communiquer. Mes dents ont d'ailleurs plutôt longtemps été une source de désagrément, compte tenu des difficultés que je devais vivre pour les soigner. Je vais vous en parler plus tard. Ce n'est donc qu'assez récemment que j'ai pris conscience que ma bouche et mes dents jouaient un rôle important dans mon expression et mon esthétique. Il a fallu que j'en vienne à des extrémités pour devoir me faire refaire presque totalement la mâchoire, afin que je puisse revendiquer et apprécier enfin ma bouche et mes dents. Et c'est grâce au regard des autres sur moi que j'ai pu découvrir mon visage, sa représentation et mon droit à croquer la vie à pleines dents. Donc, mon propos aujourd'hui peut être mordant. Mais rassurez-vous, je ne serai pas agressif pour autant. Je veux simplement témoigner que pouvoir se soigner les dents, c'est plus qu'un acte médical pour soi. C'est un acte de dignité, un acte de reconnaissance pour soi et les autres. Cela participe à la construction de soi, mais aussi à notre existence avec les autres. Mais le parcours dentaire peut être difficile, notamment pour des personnes comme moi, en situation de handicap. Si je suis aujourd'hui connu pour être un homme au sourire éclatant et aux yeux rieurs, je suis très conscient que c'est une chance pour moi, et je sais à qui je le dois. Aussi, je veux m'inscrire dans la suite logique du témoignage que j'allais apporter lors du 10e anniversaire de Handidon, en Alsace le 14 novembre 2019. Cet anniversaire a été pour moi l'occasion de remercier les chirurgiens dentistes qui ont procédé aux opérations des soins dentaires, qui ont partimment sauvé la vie. Je salue d'ailleurs aujourd'hui chaleureusement le docteur Brigitte Mingus, ici présente, qui anime cette structure exceptionnelle avec énergie chaleureuse et ténacité. À cause d'un bruxisme prononcé, j'étais arrivé à presque complètement à raser mes dents, et j'allais progressivement vers de graves difficultés pour mâcher et manger. Mais avant de parler de cet épisode majeur, j'aimerais introduire mon propos sur le thème qui nous rassemble par une série d'anecdotes sur mon parcours de soins, et ensuite aborder avec vous les enseignements que j'ai pu en tirer. J'aimerais conclure par des pistes de partenariat entre patients et professionnels du soin. Lorsque je vivais tout jeune dans un institut d'éducation motrice et que le dentiste venait, je filais exprès loin pour que les infirmières oublient que j'avais un rendez-vous dentaire. Après, à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris, durant plusieurs années, j'ai dû subir plusieurs anesthésies générales, en moyenne une par an, afin de soigner toujours le même problème de carie. Un jour, à 12 ans, mon oncle qui est chirurgien dentiste a voulu examiner mes dents dans son cabinet. J'ai failli d'abord avaler la petite plaque radio qu'il m'avait mise en bouche. Ensuite, j'ai failli casser le siège et l'ensemble du plateau d'examen. Ils étaient pourtant 4 hommes adultes à me tenir les bras et le corps. Ma première opération a eu lieu l'année de mes 8 ans. J'ai vu débarquer un aide-soignant immense qui m'a conduit au bloc opératoire. Effrayé par sa taille, je me débattais sur mon siège. Je me souviens avoir été accueilli, si on peut dire, par une infirmière, également complètement apeurée par moi, un peu hystérique, et qui m'a collé un masque sur le visage. Après,
dans la salle de réveil, reprenant conscience progressivement, je me suis mis à bouger sur le brancard. J'avais peur de tomber au sol parce que les barrières ne recouvraient pas la totalité du brancard. Cela s'est malheureusement reproduit lors des opérations suivantes également. Ce qui indique un manque de formation à l'époque des personnels aux différents types de handicap. À l'adolescence, à Cresson allait à Toulouse-Lautrec, quand je devais contrôler mes dents chez le dentiste qui venait dans l'établissement. Durant les années où j'avais entièrement confiance en mon éducateur référent, on a même réussi à me soigner les dents dans le cabinet après m'avoir tranquillement tout expliqué et après m'avoir donné un petit calmant pour apaiser mes peurs. Par contre, les fois où cela ne marchait pas, la dentiste me donnait une prescription pour aller à Saint-Vincent-de-Paul pour me programmer une anesthésie générale. Une fois, j'ai oublié volontairement de la donner à mon père. Ça n'est qu'une fois elle était terminée, en ouvrant mon sac à dos, qu'il a remis la main dessus. J'ai vécu plusieurs moments particulièrement traumatisants, notamment des bribes de phrases entendues, enfants et ados, après des opérations, telles que « il est fou » ou bien « à quoi bon le laisser vivre ?» de la part de différents niveaux des personnels médicaux, en particulier en soins dentaires. Avant de trouver Andidan, nous avons fait le tour des hôpitaux d'Île-de-France. Souci, il ne proposait que d'extraire les dents. Cela a duré presque 2 ans. Heureusement que j'ai une amie dentiste, le docteur Catherine Desfloquet, qui lors d'un voyage en Floride, a fait la rencontre d'une personne qui connaissait Andidan et qui a permis de faire la connexion. J'évoquais donc lors des 10 ans d'Andidan qu'ils avaient changé ma vie. L'accueil chaleureux, respectueux valait l'attente, tant la qualité humaine était présente au cœur de la démarche de l'association. Cela fait pour moi toute la différence. L'homme adulte que je suis est mieux épanoui, ose sourire, et rayonne maintenant grâce à eux. J'ai plus de 40 ans et presque toutes les dents neuves. Maintenant, je sais combien dans mon mode de communication, le sourire fait partie de mon identité et participe à construire l'image que je renvoie lorsque je m'exprime. Pour l'homme public que je deviens, c'est un véritable atout. Je me dois de citer le nom du docteur Nicolas Pernaut, qui a fait un travail exceptionnel. Si vous me demandiez quels gestes techniques sont défavorables aux personnes en situation de handicap, je n'ai pas de réponse. Cependant, je peux témoigner qu'en ce qui concerne l'expérience vécue par les personnes en situation de handicap en cabinet dentaire, la texture des sièges, le transfert de fauteuil, la lumière en pleine tête, les bruits de la fraise et autres outils dentaires, les odeurs typiques d'un cabinet dentaire sont parfois des facteurs déclencheurs de crises soit spastiques, soit de délire, d'angoisse mentale ou autre. Moi, par exemple, l'odeur de l'eugénol me donne envie de vomir. A contrario, quels gestes techniques sont favorables aux personnes en situation de handicap ? Il n'existe pas non plus une seule formule magique qui fonctionnerait à tous les coups pour tout le monde. Du coup, quelle leçon peut-on tirer de cette expérience individuelle et singulière des soins dentaires ? Je voudrais appuyer ici la notion de respect. Je crois qu'il est important de revenir sur cette attitude, sur cette valeur. Je suis bien conscient du défi que représente l'écoute des besoins individuels pour les institutions, mais c'est dans cette écoute que naît le respect. Je souhaite substituer cette notion à celle, très commune dans le milieu médical, de distance professionnelle. Cette distance veut protéger à la fois les accompagnants et les accompagnés, mais elle est pour moi profondément incompatible avec un accueil et une prise en soin adaptée. Comment espérer mettre en place une démarche satisfaisante sans s'impliquer émotionnellement, sans donner de soi ?
Je participe au comité de pilotage des États généraux de l'accompagnement humain qui devrait se tenir en 2022 et où cette notion de respect est centrale, tant dans son processus de création et organisation que dans les ambitions et visées finales. Je vous l'ai dit, j'ai longtemps cherché une prise en soin qui soit satisfaisante pour moi, concernant mes besoins dentaires spécifiques. Je n'ai rencontré un réel respect qu'auprès d'Antidan. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je parle de prise en soin et non de prise en charge. C'est volontairement. D'ailleurs, si j'ai pu avoir souvent l'impression d'être une charge lors de mon accueil dans un cadre médical, j'ai vraiment ressenti qu'on me prenait en soin et non plus en charge chez Antidan. Ce changement tout simple de vocabulaire illustre un changement bien plus profond dans la façon de m'accueillir et de se mettre à l'écoute de mes besoins. En somme, ce vocabulaire est plus respectueux, plus humain. Si cette expression peut témoigner d'un état d'esprit, elle peut aussi marquer le début d'une prise de conscience. Les mots ne sont pas innocents. Aussi, j'aimerais maintenant aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur et qui est pour moi un lien étroit avec la prise en soin des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de soins dentaires. La grande question de l'inclusion des personnes en situation de handicap est souvent rapportée à la question de l'autonomie en relation avec la vulnérabilité. Sur ce sujet, je suis sensible aux pensées de Paul Ricoeur concernant la mise en relation des concepts de vulnérabilité et d'autonomie. Il nous invite à penser ce qu'il appelle un cogito brisé, ce qui signifie d'une part de reconnaître que nous sommes tous vulnérables et, d'autre part, de considérer l'autonomie comme une réalité d'interdépendance et de lien avec les autres, une identité relationnelle. Comme le commente la philosophe Cynthia Fleury, pour Paul Ricoeur, l'autonomie est la possibilité d'attester de soi, et la vulnérabilité est la difficulté de cette attestation. La personne en situation de handicap est donc victime, d'une part, du soupçon de l'impossibilité d'attester de soi, et d'autre part d'être considérée de ce fait irresponsable. Une double peine, en somme. Une injonction existentielle traumatisante. Être autonome, c'est alors aussi être identifié par soi et par les autres comme un sujet, décideur de ses propres actes. C'est aussi avoir confiance dans sa propre capacité à être ce sujet. Pardonnez-moi ce commentaire un peu philosophique, mais je ressens personnellement très fort son sens pour m'expliquer mon attitude et mon combat pour assurer le respect de chaque personne à être mis en situation de responsabilité et de pouvoir agir. C'est là que je veux faire le lien avec ma présence aujourd'hui devant vous. C'est ici que prend racine mon utilisation du terme de respect et de l'expression prise en soin. Paul Ricoeur encore définit le rôle du soignant comme étant d'encourager, d'accompagner et de soutenir le sentiment d'être capable, la confiance dans cette identité de sujet acteur et décideur. Le soignant, et plus largement la structure d'accueil, doit susciter chez la personne vulnérable et autonome en devenir un sentiment de capacité, ou en tout cas laisser la porte ouverte à la possibilité de ce sentiment. Je rejoins profondément cette réflexion. Il est essentiel, selon moi, de sortir de cette conception de l'autonomie par opposition à la vulnérabilité. Nous sommes tous, en permanence, autonome et vulnérable à la fois. La personne autonome est alors celle qui est en capacité de construire son récit de vie en composant avec sa vulnérabilité. Cette dernière n'est alors plus stigmatisante, mais une simple composante de son identité. Je mesure pleinement au regard de mon parcours dentaire les difficultés que vous pouvez rencontrer pour avancer dans cette voie avec les personnes en situation de handicap. Mais vous intervenez sur ce qui est, selon Emmanuel Levinas, le lien primordial de la reconnaissance de l'autre, le visage.
D'un point de vue pratique et professionnel, l'expérience que j'ai vécue avec Antidan me fait espérer que ce soit faisable. Mais cela suppose que toutes les institutions qui entourent le praticien dentaire se plient à cette nouvelle approche qui a un coût humain et financier. Je souhaite continuer cette réflexion avec vous dans le cadre du CNCPH et de sa commission santé, mais aussi plus particulièrement pour les considérations éthiques au sein du Conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques, dont j'ai été nommé président et que je mets actuellement en place. Je ne voudrais pas conclure sans préciser que, pour moi, votre préoccupation rejoint une action plus globale qui donne peut-être une orientation plus significative à la notion de société inclusive. Je m'appuierai pour cela sur la définition de la politique du CARE, donnée par une de ses initiatrices, Joanne Tronto. Activité caractéristique de l'espèce humaine, qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer, de réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. À la fin de cette intervention, je tiens à remercier chaleureusement pour leur travail formidable l'ensemble des dentistes, des chirurgiens, des anesthésistes, des secrétaires et assistants dentaires, ainsi que les professions de l'ombre du secteur des soins oraux. Et vous offrir quelques questions en conclusion, sous forme d'ouverture vers un temps d'échange sur les stands où nous allons nous retrouver juste après, si l'on suit le programme prévu, ou bien sur l'ensemble du reste du congrès que je vais suivre jusqu'à sa fin demain. Quelles sont selon vous les meilleures solutions pour le XXIe siècle en faveur des personnes en situation de handicap par des professionnels de soins? Quelles ouvertures peut-on imaginer pour les professionnels du secteur? Quels partenariats concrétiser avec les patients de plus en plus formés, experts de leur pathologie? Comment l'éducation thérapeutique du patient peut-elle s'envisager dans le milieu du soin dentaire? Ce propos n'a été possible que par la mise en acte réseau avec mon équipe d'accompagnement, Sylvain Valois et Christophe Cadiou, que je remercie à nouveau, car il ne m'aurait pas été possible de le faire seul. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Très bon congrès à tous. Merci Philippe. Merci Philippe. Et comme vous le voyez, Philippe qui n'est jamais avide, parce qu'il est toujours avide, qui n'est jamais, qui ne nous met jamais à l'abri d'une surprise. C'est lui qui pose des questions pour les mettre à votre réflexion, les suggérer à votre réflexion pour le siècle qui vient, pour le XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Et je pense qu'avec un témoignage comme celui de Philippe Aubert qu'on vient d'avoir, on ne peut qu'avoir envie de réfléchir à ce que sera la suite. Je sais que vous y réfléchissez tous puisque vous êtes là, c'en est bien la preuve. Merci Philippe d'être avec nous encore donc les 2 jours, j'ai compris. Ça nous fait plaisir. On pourra peut-être reposer des questions, te poser des questions auxquelles tu répondras d'ici demain. Je vous annonce une bonne nouvelle, la pause. Alors, une pause, 20 petites minutes, partez pas trop loin, revenez vite parce qu'on recommencera à l'heure après. Vous avez toute la possibilité dès maintenant de voir les premiers stands qui vous intéressent. Il y en a à droite, il y en a à gauche, regardez bien partout.